Et juste avant de commencer cet épisode, je tiens à remercier Paul, qui est un petit peu le mécène du mois pour ce podcast, donc je le remercie énormément pour ce soutien. Et si vous aussi vous voulez soutenir Passion médiéviste, eh bien je vous en dis plus à la toute fin de l'épisode. Bonne écoute! Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Je t'ai dit qu'elle soutenait sa thèse le 28 ? Une thèse sur quoi ? Les chevaliers paysans l'ont mis au lac de Paladru. Au lac de Paladru ! Passion médiéviste, l'histoire médiévale vue par ceux qui l'étudient. Est-ce que vous savez tout du Moyen-Âge ? Mais d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge ? Vous pensez peut-être aux châteaux forts, aux troubadours et aux cathédrales, mais ce n'est pas que ça. En général, on dit que c'est une période de 1000 ans, de l'année 500 à l'année 1500 pour l'Europe occidentale, mais vous l'entendez dans ce podcast, il y a autant de définitions du Moyen-Âge que de médiévistes. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et dans ce podcast, je reçois des jeunes médiévistes, des personnes qui étudient le Moyen-Âge en master ou en thèse, pour qu'ils vous racontent leurs recherches passionnantes et qu'ils vous donnent envie d'en savoir plus sur cette belle période. Épisode 63, Florentin et le concept d'amour au Moyen-Âge, c'est parti. Excuse-moi, mais il y a des gens que ça intéresse ? Dans l'épisode précédent, nous étions à la fin du Moyen-Âge, plus ou moins en Espagne, avec Jeanne de Castille. Eh bien, aujourd'hui, nous restons un petit peu dans l'espace hispanique. En ce moment, dans les épisodes, je parle beaucoup d'Espagne, voilà, le hasard a fait ça. Et nous allons parler d'un sujet assez ambitieux aujourd'hui. Et pour nous guider dans ce sujet ambitieux, j'ai le plaisir de recevoir Florentin Machu. Bonjour Florentin. Bonjour. Je te reçois Florentin parce que tu as fait un mémoire quasiment sur notre sujet. Donc un mémoire sur le sujet « L'amour dans le libro des Apollonios », lieu de la morale et du politique. Oui, on va parler de morale et de politique dans cet épisode. Tu étais à l'Université de Lille en Master 2. Alors, au sein du Master, alors je le dis en entier parce que c'est intéressant, langue et société, parcours d'études ibériques et ibéro-américaines. Donc, tu n'es pas tout à fait un historien, enfin si, mais pas que. Tu l'as soutenu en septembre 2021 sous la direction de Pénélope Cartelet. Avec toi aujourd'hui, Florentin, on va parler à travers un roman castillan populaire du XIIIe siècle, d'amour au Moyen-Âge. Mais vous allez voir, on va parler surtout du concept d'amour. Comment les personnes du Moyen-Âge conceptualisaient l'amour. On ne va pas beaucoup parler de la pratique, ni du concret, mais quand même un petit peu. Déjà pour commencer, Florentin, raconte-nous pourquoi tu as voulu travailler sur ce sujet. Alors, bonjour Fanny, merci de m'avoir invité. Depuis tout petit, j'adore le Moyen-Âge. Donc depuis le tout début, depuis que je suis enfant, j'adore le Moyen-Âge et j'adore l'histoire de manière générale. En licence, on n'avait pas vraiment de cours de médiéval, mais seulement de littérature du siècle d'or. C'était une licence de quoi, du coup, de littérature ou d'histoire ? Non, d'espagnol. Ah oui, d'accord. Donc, licence d'espagnol que j'ai fait à partir de la L3, parce que j'ai fait une prépa juste avant. Donc, en fait, je suis arrivé et on avait juste des cours de littérature du siècle d'or. Et ma directrice de recherche, Pénélope Cartelet, m'a dit une phrase que son directeur de thèse lui avait déjà dite. On commence par le commencement. Parce que j'hésitais entre le siècle d'or, du coup, et le Moyen-Âge. C'est quoi le siècle d'or ? Tu peux nous Alors oui, redire ce que le c'est ? siècle d'or, c'est une période faste pour l'Espagne qui va en gros de la découverte de l'Amérique ou 1492 ou le début du règne de Charles Quint en 1516 et qui va jusque 1700. Donc c'est une très grande période. L'époque moderne en quelque sorte. Oui, voilà. En fait, ça correspond aux Habsbourg en Espagne, puisque avant c'était les Trastamare jusqu'en 1516. Après, Charles Quint arrive, et quand Charles II meurt en 1700, c'est les Bourbons. Et c'est d'ailleurs encore les Bourbons actuellement qui sont sur le trône d'Espagne. Et du coup, pourquoi l'amour ? Parce que là, j'ai expliqué pourquoi le Moyen-Âge. Pourquoi l'amour ? C'était le thème général de mon premier mémoire sur un chansonnier du XVe siècle. Et donc, j'ai voulu approfondir cette thématique, mais sur une œuvre particulière, avec un petit retour en arrière dans le temps, puisque le Libro de Apollonio est une œuvre de la moitié du XIIIe siècle. Alors justement, raconte-nous
Sur quelle partie du Moyen-Âge est-ce que tu t'es concentré dans ton mémoire ? On est à quelle période, dans quel contexte et dans quel cadre historique et géographique ? Alors, pour les auditeurs les plus attentifs et les plus fidèles, ça vous parlera un petit peu parce que ça fait quelques épisodes qu'on parle de l'Espagne, mais c'est toujours bien de le rappeler. Vas-y, Florentin. J'ai travaillé sur le Moyen-Âge tardif, donc la fin du Moyen-Âge, puisqu'en fait, les premières périodes du Moyen-Âge, on n'a pas de littérature en langue romane. Donc en fait, quand on travaille en littérature, c'est forcément sur la fin, à partir du XIIIe siècle, puisque le premier texte en langue espagnole, c'est le Cid, le Cantar de Millot Cid, qui a été composé aux alentours de 1200. Donc en fait, en Espagne, on a un siècle de retard par rapport à la France. Et donc là, on se trouve aux alentours du règne d'Alphonse X le Sage, soit pendant ses premières années de règne, puisque le règne d'Alphonse X, c'est 1252-1284, soit pendant qu'il est enfant de Castille. Donc héritier. C'est ça, héritier de la couronne de Castille, puisque le Libro de Apolonio aurait été composé entre 1240 et 1260. Donc là, on est vraiment à cheval entre sa période d'enfant et sa période de roi. Donc on est dans une période où la culture est extrêmement importante, et on est aussi dans une période où règne un des rois les plus importants de la Castille. Le contexte politique et vous aviez déjà parlé de la Castille médiévale du coup. Oui, dans l'épisode sur les Juifs de Castille. Oui, voilà, très bel épisode. Et ici, on est à la fin du coup de la Reconquista, dont Alexander d'ailleurs avait déjà parlé. Il ne reste au XIIIe siècle, il ne reste que le royaume de Grenade à conquérir, mais Alphonse X n'est pas un roi très conquérant pour un tas de raisons, et son père Ferdinand III avait déjà quasiment tout conquis. Donc en fait, la toute petite partie qui reste mettra un siècle et demi encore à être conquise. Bon, merci, là c'est bien, tu nous as un peu reposé le contexte. Alors explique-nous aussi quel texte tu as étudié pour tes recherches, le Libro de Apolonio. Je n'ai pas vraiment utilisé de manuscrits. Enfin, je n'ai pas eu besoin d'utiliser de manuscrits. J'ai utilisé plutôt une édition Cathedra, qui est l'édition qui correspond à Garnier-Flammarion en France, et une édition d'un médiéviste qui s'appelle Manuel Albar, en 3 tomes. Donc c'était vraiment une édition extrêmement complète, à la fois pour avoir le texte en latin et pour avoir aussi l'incunable. Donc un incunable, c'est un livre qui a été publié entre 1450 et 1500. Donc c'est les premiers livres de l'imprimerie. C'est ça, c'est les premiers livres de l'imprimerie. Et en fait, cet incunable-là est une traduction plus ou moins fidèle de l'Historia latine, donc du texte latin. Donc cette édition permettait de faire un va-et-vient entre les différentes sources, les différentes traditions. Et alors, dans quel contexte littéraire s'inscrit ce texte ? Alors, le contexte littéraire du XIIIe siècle est très intéressant, puisque c'est là dans le contexte du métier de clergie. Donc en espagnol, on dit mester de clerecía. Mester, c'est vraiment l'office, le métier. Donc clergie, donc le clerc, qui n'est pas forcément un religieux en Espagne, mais c'est quelqu'un en fait de lettré. Et donc le métier de clergie est très intéressant puisque il se développe en opposition à un autre métier, le mister de juglaria, donc le métier de jonglerie, qui correspond à peu près à la chanson de geste en France. Et donc il y a plusieurs caractéristiques. Donc au niveau de la métrique, c'est beaucoup plus strict. On utilise la quadernabia, donc en français on traduit par la voix quaternaire. C'est un peu bizarre à dire, mais quadernabia en espagnol ça fait sens, hein, la 4e voix. L'auteur est plus éduqué, et d'ailleurs il le revendique, puisqu'il cite incessamment ses sources. Les références donc sont plus marquées, et on utilise l'alexandrin, mais qui est en espagnol un vers de 14 syllabes, et pas un vers de 12 syllabes comme en France. Enfin, l'auteur se met parfois en scène, donc c'est avec le métier de clergie qu'on a les premiers noms d'auteurs espagnols, vraiment d'auteurs, pas celui qui raconte l'histoire ou celui qui a copié l'histoire postérieurement, mais on a par exemple Gonzalo de Berceo, qui est l'un des premiers noms d'auteurs de cette époque-là. Donc le roman que j'ai étudié, dans la typologie française, pourrait s'inscrire dans ce qu'on appelle les romans d'antiquité, mais cette terminologie n'est pas trop applicable en Espagne, car il y a des traditions bien différentes, comme les traditions arabes, perse, latine, hébraïque. On n'a pas uniquement les 3 matières dont parle Baudel, donc la matière de France, de Rome et de Bretagne. C'est un pot pourri de toutes les
de toutes les traditions. Merci de rappeler qu'effectivement, au Moyen-Âge, on n'a pas du tout oublié l'Antiquité, comme on a parfois l'impression qu'on a redécouvert l'Antiquité seulement à la Renaissance. Eh bien non, pas du tout, en fait. L'Antiquité était bien présente, on n'avait pas oublié ce qui s'est passé juste avant, quelques siècles avant, en fait. Et d'ailleurs, les auteurs se considéraient comme des nains juchés sur les épaules de géants. Ils n'ont jamais oublié l'Antiquité et ça permettait aussi un petit peu de se faire mousser auprès du public. Le fait de toujours rappeler l'Antiquité, les sources, ça permettait aussi de montrer sa culture. Oui, en fait, c'est une citation, Nous sommes des nains montés sur les épaules des géants, de Bernard, qui était maître à l'école de Chartres au XIIe siècle. Et alors, raconte-nous, avant qu'on parle d'amour, vous inquiétez pas, auditeurs, auditrices, on n'a pas oublié le sujet du jour, mais déjà, explique-nous, de quoi parle ce roman ? Tu as commencé à nous teaser en nous parlant d'Antiquité, mais de quoi on parle dans ce roman ? Alors, c'est l'histoire d'Apollonius, il est roi de Tyr, et il part à Antioche, puisqu'il a entendu le récit de la beauté de la fille du roi d'Antioche, qui s'appelle Antiochus. Et donc, en fait, le roman s'appelle le roman d'Apollonius, mais il commence pas du tout par Apollonius, il commence par le récit du viol ou de l'inceste entre Antiochus et sa fille. Sympa ! Ah ouais, bonne ambiance, hein. Voilà, et donc du coup, le début, Antiochus donne une énigme au prétendant, sur un peu le modèle du coup d'Oedipe. Et la réponse de l'énigme, c'est qu'il a violé sa fille. Quelle horreur. Voilà, et en fait, si les prétendants ne trouvent pas la réponse, eh bien, ils sont décapités et leur tête est mise devant la cité. Ah ouais. Donc ça commence très très bien. D'accord, dis-moi que ça s'arrange quand même après. Ça s'arrange parce qu'en fait, ça s'arrange oui et non. Apollonius découvre, parce que c'est quelqu'un de très instruit, et donc il découvre que Antiochus couche avec sa fille. Ah oui, donc c'est pas juste un viol, c'est genre récurrent. Voilà, c'est ça. Et du coup, Antiochus dit que c'est pas vrai, qu'il ne viole pas sa fille, et donc il part étudier. Après, Antiochus le fait poursuivre. Antiochus et sa fille meurent. C'est Dieu qui leur envoie des flèches, donc ils meurent tous les deux. Mais entre deux, Apollonius a trouvé Luciana en chantant. Donc ils se sont découverts, ils sont tombés amoureux en chantant, tous les deux. Et donc ils vivent une très belle histoire. Sauf que du coup, Apollonius doit avoir le trône d'Antioche et Luciana est enceinte et elle meurt. Enfin, elle semble mourir en mettant au monde Tarsiana et donc ils la mettent à l'eau et elle est recueillie par des prêtres et en fait elle n'est pas morte. Et donc elle devient nonne dans le monastère. Apollonius est dévasté, il donne Tarsiana à des gens qui l'avaient recueillie. Et donc là, on a trois branches, en fait, trois lignes narratives. Et je vais passer un petit peu. Et à la fin, Apollonius retrouve d'abord Tarsiana, donc sa fille. Et l'archange Gabriel lui vient en songe en lui disant qu'il doit aller à tel endroit pour retrouver sa femme. Et il le fait. Et donc à la fin, tout le monde est heureux. Ok, donc c'est pas forcément un roman d'amour comme on pourrait l'imaginer, c'est en fait un peu plus complexe que ça. Bon, c'était important qu'on en parle parce qu'en fait, voilà, tu as étudié ce manuscrit sous l'angle de l'amour et toutes ses formes d'amour, donc on va en parler maintenant. Alors déjà, comment est-ce qu'on peut définir, explique-nous Florentin, comment est-ce qu'on peut définir l'amour au Moyen-Âge ? Est-ce que c'est un mot et un concept qui recouvrent le même sens qu'aujourd'hui ? Alors, le premier mot qui me vient pour définir l'amour, c'est protéiforme. Parce que l'amour est multiple, il se voit sous plusieurs formes et a différentes particularités. Très brièvement, c'est un lien qui unit deux êtres ou deux entités. Et cette relation doit être bonne et fondée sur des sentiments. En réalité, il se cache beaucoup de relations qui aujourd'hui n'ont rien à voir avec l'amour, comme l'amitié par exemple. À l'époque, c'est de l'amour, aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Le mot recouvre le même sens qu'aujourd'hui en y ajoutant d'autres. Mais en fait, on en garde encore certaines traces. Par exemple, on dit dans la Marseillaise « amour sacré de la patrie ». Donc là, on a une trace encore de l'amour politique, même si on n'utilise plus cette expression en tant que telle aujourd'hui. Ou alors quand on dit « j'aime mes parents », on a là une trace de l'amour familial, même si c'est pas de l'amour comme on l'entend actuellement. On a aussi le contexte religieux où on parle d'adoration, donc c'est un mot qui aussi vient de l'amour. En fait, si le mot amour est aujourd'hui réservé aux relations sentimentales,
Le verbe aimer, lui, garde la multiplicité des sens qui était en vogue au Moyen-Âge. Alors, quels sont les mots qu'on utilisait pour parler d'amour au Moyen-Âge ? En espagnol, comme en latin, on utilise principalement 2 mots, amor et ensuite dilección, qui est plutôt un euphémisme. On traduirait par une inclination. La dilectio, en latin, ferait plutôt référence à l'amour au sein du mariage, c'est-à-dire ordonné et institutionnalisé, tandis que le mot amor serait plus divers. Source de plaisir, sentiment envers une dame ou envers toute personne, son père, sa mère, son souverain, Dieu, etc. Par contre, le mot amor est polysémique en lui-même. Il signifie bien sûr amour, mais aussi charité, dans des expressions comme por amor de, par exemple, qu'on voit beaucoup dans les textes, et en fait, ça n'a rien à voir avec l'amour en tant que tel. Et à partir du texte que tu as étudié, quelle vision de l'amour en tant qu'inclinaison amoureuse entre 2 êtres qui ont des sentiments amoureux, quelle vision de l'amour se dégage de ce texte ? Une vision à la fois morale et didactique, donc Didactique, ah ouais. pour éduquer. Morale d'abord parce que l'œuvre commence par une scène d'inceste, donc c'est-à-dire un dévoiement en fait de l'amour sentimental et de l'amour familial, en y mêlant la pulsion sexuelle. Est-ce que c'est condamné ? Enfin, c'est montré comme étant mauvais ? Oui, c'est tout à fait condamné, même si le texte est un peu plus lâche sur la condamnation que le texte latin, paradoxalement. Il est un peu plus lâche sur la condamnation, mais elle est quand même faite. Enfin, à la fin, Antiochus meurt quand même, et sa fille aussi. Donc une autre vision morale, c'est la notion de fidélité, puisque Apollonius et Luciana, après avoir été séparés, ne se remarient pas et n'ont pas d'autres amours. Et enfin, le versant didactique, en fait, c'est comme un très grand nombre d'œuvres médiévales. Le but est de faire de l'auditoire de meilleurs hommes, de meilleurs chrétiens, et en l'occurrence aussi de meilleurs princes, parce qu'on ne sait pas exactement où était prononcé ce texte du Libro de Apollonio, mais on pense quand même qu'il pourrait s'agir d'un texte qu'on récitait à la cour. Et donc, du coup, la vision que l'on donne du prince servirait en même temps le vrai roi, enfin les vrais nobles qui seraient amenés à régner. Donc, cette vision de l'amour qu'on a, est-ce qu'elle est influencée seulement par la morale chrétienne du Moyen-Âge, ou est-ce qu'on trouve aussi des influences antiques ? Il y a effectivement un peu d'influence de l'Antiquité, puisqu'on a déjà ça chez Ovide, qui veut éduquer les jeunes gens à l'amour, et ça lui a d'ailleurs valu l'exil. On a aussi le motif du mal d'amour, la fameuse maladie d'amour, pas celle de Michel Sardou, celle d'Ovide, là, cette fois-ci, qui naît sous sa prose et qui est reprise par les troubadours dans la Fine Amour. Donc on a là une continuité entre toutes ces formes d'amour, mais effectivement, comme tu l'as dit, l'influence majeure est surtout chrétienne, avec la christianisation, bien sûr, de l'œuvre, et aussi une moralisation de l'œuvre latine dont est tiré le Libro de Apollonio. Par exemple, la première scène d'inceste, je parle beaucoup d'inceste, désolé, la première scène d'inceste est complètement euphémisée dans le Libro de Apollonio. Et il n'y a d'ailleurs aucune scène de sexe dans l'œuvre médiévale, alors que dans l'œuvre latine, il parle vraiment qu'il se glisse sous ses draps et il parle du sang par terre dans l'œuvre latine. Donc vraiment, c'est extrêmement détaillé en latin, alors qu'en espagnol, on a des expressions comme tal cosa, une telle chose. Donc vraiment un euphémisme total. Mais toute relation amoureuse est suggérée, seulement mentionnée. On aura des œuvres un peu plus subversives par la suite, notamment le Libro de Buen Amor, fait par un prêtre, mais où là on a des descriptions vraiment très précises de scènes de sexe. Ah ouais. Alors si on s'intéresse un petit peu et on revient au sentiment amoureux, voyons, comment est-ce qu'on parle au Moyen-Âge du sentiment amoureux entre 2 personnes quand ça se passe bien ?
Est-ce que c'est forcément idéalisé? Est-ce que c'est abstrait? Ou est-ce qu'on peut avoir des sincères expressions de l'amour? Ta question est intéressante et en fait, elle Merci. se place sur 2 plans distincts. On a le plan du sentiment et de l'expression du sentiment. Et en fait, on retrouve la même chose aujourd'hui. Plus que de l'abstraction, on parle surtout par des métaphores. Donc en fait, le mouvement opposé. On ne va pas vers un concept, mais plutôt vers une incarnation du sentiment. La dame s'incarne dans la montagne, dans la forêt, dans la rivière ou dans la fontaine. Et d'ailleurs, à chaque fois, on a un double sens sexuel possible. C'est ce qui fait la subversion des... Quand on parle de fontaine ou de montagne, encore chez Baudelaire, il y a ce double sens. On a aussi un mode de comparaison de la dame qui fait qu'on la compare à d'autres figures tutélaires de la beauté. On utilise le mot allemand d'Überbietung. À tes souhaits. Donc c'est un mot allemand qui a été théorisé par Curtius, un médiéviste allemand. Et donc on utilise ce concept lorsque la dame est placée à la même hauteur, voire plus haut que des grandes beautés comme Hélène par exemple. Et ces procédés, je les ai surtout rencontrés dans la poésie de Chansonnier, donc la poésie un peu plus tardive au XVe siècle. Il s'agit aussi pour le poète de montrer son érudition, bien évidemment. Il connaît des dames belles, issues de l'histoire, et donc il est capable de les comparer à sa propre dame. Du coup, sa culture sert à la fois sa propre caractérisation en tant que personne qui sait, qui a de la culture, et la caractérisation de la dame. Du coup, si je résume, le sentiment peut être sincère, dans la mesure du possible, étant donné qu'il s'agit d'œuvres littéraires, mais son expression est recherchée, truffée de références, et donc forcément conceptualisée et idéalisée. Et quand on pense amour au Moyen-Âge, on pense aussi à l'amour courtois. Est-ce que c'est une forme d'amour que tu as étudiée? Est-ce que tu peux nous définir aussi ce que c'est l'amour courtois? Alors effectivement, c'est une forme d'amour que j'ai étudiée aussi pour le Libro d'Apollonio, et d'ailleurs, le poète en parle dès la première strophe. Je propose qu'on écoute un extrait justement de cette première strophe. En el nombre de Dios y de Santa María, si ellos me guisaran estudiar quería, componer un romance de nueva maestría del buen rey Apolonio et de su cortesía. Là, on a écouté la première strophe du texte que tu as étudié. Est-ce que tu peux nous traduire un peu, Florentin, ce qu'on vient d'écouter et nous expliquer donc en quoi on y trouve de l'amour courtois? À la volée, donc ça veut dire au nom de Dieu et de Sainte Marie, s'il pouvait me guider pour composer un romance. Romance, c'est assez difficile à traduire, puisque c'est en même temps la forme du poème, un romance, et en même temps la langue qui est utilisée. Donc du coup, c'est pas traduisible. D'une nouvelle maîtrise, donc un romance d'une nouvelle maîtrise, du bon roi Apollonius et de sa courtoisie. Donc après la bonté, c'est bien la courtoisie d'Apollonius qui est mise en avant. Alors l'amour courtois, en fait, c'est la toute-puissance de la dame. Claude Lacher l'a magnifiquement montré dans son ouvrage L'amour courtois, une anthologie, que je vous recommande. Le poète, en fait, est amoureux d'une dame qui est inaccessible parce qu'elle est mariée, dans l'amour courtois. Après différentes étapes de séduction, d'approche, de rejet de la part de la dame, le poète se voit accorder une faveur. En espagnol médiéval, on utilise le mot galardón. Cette faveur peut être une promenade, un baiser, l'assurance d'un amour réciproque, voire même un rapport sexuel. Mais la sexualité n'est pas absente de l'amour courtois, elle est en fait idéalisée. C'est pas le but premier. En fait, l'amour courtois, il élève moralement le poète et la dame, puisque le poète doit chanter son amour, il doit être patient, il doit respecter surtout les choix de la dame. Et à la fin, le poète atteint ce qu'on appelle le joy, c'est-à-dire la jouissance, qui n'est pas forcément sexuelle, mais parfois il jouit simplement du fait d'aimer. Il se contente d'aimer et d'être aimé. Alors, je vais apporter quelque chose peut-être qui fera grincer des dents certaines personnes, d'autres non, mais il me semble qu'il y a aussi tout un courant récent d'historiographie, d'une relecture, notamment féministe, de l'amour courtois, en disant oui, la dame est mise sur un piédestal, mais en fait, elle est totalement passive dans cette forme d'amour.
et que c'est quand même un amour où c'est l'homme qui décide de tout, où en fait elle n'est vraiment qu'un objet dans cet amour. Ben oui, et les différents concepts médiévaux sont faits dans une société où ce sont les hommes en fait qui dirigent. Donc la femme n'a effectivement pas trop de pouvoir, même si là, elle en a un peu plus en apparence. Oui, c'est vraiment, il y a un travail à faire et qui est fait aujourd'hui aussi par des médiévistes, pas que des femmes, de relecture de certains textes en disant, voilà, est-ce qu'on ne peut pas réétudier certaines sources ? Et j'ai fait des épisodes là-dessus, je mettrai en description. Notamment, j'avais fait un épisode en octobre 2021 sur la sexualité féminine dans les fabliaux, donc avec une relecture comme ça. Quand on pense aussi donc à l'amour au Moyen-Âge, il y a aussi un terme qui revient, et là je voulais aussi que tu nous éclaires un petit peu, Florentin, sur ce thème, le terme du fin amour. Est-ce qu'il y a une continuité avec l'amour courtois, ou est-ce que c'est un autre concept, le fin amour ? Les deux. Il y a plusieurs différences entre l'amour courtois en fait et la fine amour. Alors en provençal on dit la fine amour, et qui s'écrit d'ailleurs F-I-N apostrophe amor avec un S à la fin. Tandis qu'en français, plutôt de langue d'oil, c'est fine, F-I-N-E, et amor comme en espagnol actuel. D'accord. Donc la première différence, c'est que l'amour courtois, ça a lieu entre des personnes qui sont d'un rang élevé, d'un milieu social élevé, toutes les deux. Dans la fine amour, pas forcément. Bien souvent, le poète est pauvre et la dame est inaccessible, d'abord parce qu'elle est mariée, mais aussi parce qu'elle est extrêmement riche. Il y a aussi une différence générique du genre littéraire, puisque la fine amour est propre à la poésie, tandis que l'amour courtois se retrouve plutôt dans des romans, mais aussi dans les œuvres poétiques un peu plus tardives. Donc la fine amour est propre à la poésie, l'amour courtois, pas tellement. Et enfin, une dernière différence est historique et géographique, puisque la fine amour, elle naît à la fin du XIIe siècle dans l'actuelle Provence. Ensuite, par les troubadours, les voyages, cet art d'aimer se diffuse à travers toute l'Europe. Et ça donnera les trouvères en langue d'oil, les Minnesänger en Allemagne et les trovadores en Castille, par le biais de la Catalogne et de l'Aragon, où cet art d'aimer va arriver. Du coup, en fait, l'amour courtois est aussi plus tardif que la fine amour. Des que vi vuestra color briosa, ame vos de fino amor. Señora, des que vos vi, lealmente vos servi. Non cedes contra mí, sañosa, pues vos amo sin error. Là, tu peux nous dire, Florentin, ce qu'on vient d'entendre ? Là, on vient d'entendre en fait le début d'un poème de Alfonso Álvarez de Villasandino, qui est en fait le premier poète que l'on retrouve dans le chansonnier de Baena, qui est donc le chansonnier que j'ai étudié pour mon M1, le premier chansonnier castillan. Et donc là, on y voit la référence textuelle à la fine amour. Merci beaucoup. Diana, je voulais te demander, est-ce qu'on trouve au Moyen-Âge des traces de correspondance amoureuse ? Alors, on a beaucoup parlé là de textes un petit peu théoriques. Est-ce qu'on a des choses... Alors, on pense bien sûr à Abélard et Héloïse, leur histoire est assez particulière. Est-ce qu'on a d'autres textes comme ça au Moyen-Âge ? Pas à ma connaissance, mais peut-être. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Moyen-Âge espagnol souffre d'un problème de sources. Il y a à peu près 10 fois plus de sources en France qu'en Espagne. Donc, c'est possible, mais soit je ne les connais pas, effectivement, soit les traces ont été perdues. Parce que si on sort un petit peu des textes florentins, est-ce qu'on sait quelles étaient les étapes de rituels amoureux au Moyen-Âge ? Il y a des choses qui sont universelles, quoi, mais est-ce qu'on a des renseignements sur le côté concret aussi ? Je ne suis pas spécialiste d'histoire, mais on peut déduire en fait certaines choses des textes. Dans le Cancionero de Baena, on a des traces de commandes de poèmes faites au poète Alfonso Álvarez de Villasandino, qu'on vient d'écouter, par plusieurs nobles. Ça, du coup, qu'est-ce que ça nous dit ? Eh bien, ça veut dire que les nobles, dans les rituels amoureux, reprennent les mêmes étapes que l'amour courtois. Donc en fait, la fine amour et l'amour courtois ont changé les mentalités et la façon d'envisager l'amour. Ensuite, pour la population de manière générale, on sait assez peu de choses.
mais le mariage devait être accepté par les deux personnes en Castille. C'est ce que proclame Alphonse X dans ses Siete Partidas, qui est un des grands textes juridiques. Après, on sait bien que le consentement n'était pas forcément tout le temps mutuel. Donc on sait à peu près quelles étaient les étapes du rituel amoureux pour la noblesse d'après les commandes que l'on a retrouvées dans des œuvres proprement littéraires qui s'apparentent assez aux étapes de l'amour courtois. Et aussi d'ailleurs depuis tout à l'heure on parle beaucoup de relations hétérosexuelles, mais est-ce qu'on a des textes qui parlent d'amour du point de vue sentiment amoureux entre personnes de même sexe ? L'homosexualité était fortement condamnée à l'époque. Elle était même passible de la peine de mort pour ceux que l'on appelait les sodomites. Cette forme d'amour était totalement illicite et considérée comme criminelle et contre nature. On emploie évidemment des guillemets ici. Et donc les textes éminemment religieux que l'on étudie pour le Moyen-Âge ne peuvent pas en tant que tels représenter des homosexuels. L'homosexualité féminine est un peu moins condamnée que l'homosexualité masculine, mais aucune en fait n'est vraiment tolérée. Adeline Rucois, dans son étude de l'amour dans l'Espagne médiévale, indique que l'homosexualité était plutôt tolérée dans les milieux lettrés et nobles musulmans. Et un dernier point, si l'homosexualité ne peut pas être ouvertement chantée ou louée dans les milieux chrétiens, en revanche c'est un motif de moquerie. Par exemple, Pierre Ier a été accusé d'être homosexuel. Pierre Ier qui était le dernier roi de la même dynastie qu'Alphonse X. D'accord. Et donc il y a eu une guerre civile. Oui, dont on parlait dans l'épisode effectivement sur les juges de Castille. Voilà, c'est ça. Donc il y a eu une guerre civile au XIVe siècle et c'est les Trastamare qui sont arrivés au pouvoir. Et un pamphlet circulait concernant Henri IV de Trastamare et la relation qu'il entretenait avec son favori Beltrán de la Cueva. On ne sait pas vraiment quelle était vraiment la relation entre les deux, mais en tout cas c'était un motif de moquerie et on utilisait l'accusation de puto qui était très commune si l'on voulait discréditer quelqu'un. Bon, si jamais des personnes travaillent sur l'homosexualité au Moyen-Âge, quelle que soit la zone géographique ou le moment du Moyen-Âge, ça m'intéresse d'en parler, donc vraiment n'hésitez pas à me contacter si c'est votre sujet. On a parlé beaucoup de sentiments amoureux jusqu'à présent, Florentin, mais en fait dans ton mémoire tu as aussi étudié les autres formes d'amour qu'on peut trouver au Moyen-Âge. Alors il y en a plein, c'est ce que tu disais dans ton mémoire, l'amour familial, paternel, maternel, fraternel aussi, on peut trouver tout ça au Moyen-Âge conceptualisé quasiment autant que le sentiment amoureux, c'est ça ? Oui, c'est ça, et à double sens encore une fois, puisque si on parle par exemple d'amour familial, donc qui regroupe l'amour paternel, maternel et filial, les parents ont des devoirs envers leurs enfants, mais les enfants ont aussi des devoirs envers leurs parents. La preuve d'amour paternel qui m'a le plus marqué dans le Libro de Apolonio est paradoxalement un abandon. Alors aujourd'hui, on penserait que si un père abandonne son enfant, c'est pas une preuve d'amour, mais à l'époque, si. C'est-à-dire ? En réalité, une des obligations du père, c'est de trouver un mari pour sa fille et de pourvoir à l'éducation aussi de ses enfants. Or là, comme Luciana était morte, ou enfin paraissait être morte aux yeux d'Apollonius, et en fait, il ne se sentait pas capable de l'éduquer correctement et de lui trouver un mari. Et donc, il la dépose chez un ami qu'il charge de lui trouver un mari. Donc en fait, il y a un transfert de l'amour paternel. Et ce transfert en tant que tel, selon moi, est une preuve en fait de l'amour paternel. Ah oui, c'est intéressant aussi. Et on trouve aussi des traces d'amour maternel, c'est ça, j'imagine, entre donc, la mère et la fille. Alors, dans le Libro de Apolonio, pas tellement, parce que en fait, Luciana meurt en mettant au monde Tarsiana. Donc en fait, les deux sont séparés jusqu'à la fin du roman, sauf que les deux personnages s'étreignent à la fin, et là, effectivement, elles pleurent toutes les deux, et donc ça, ces larmes-là sont des preuves d'amour maternel. Mais c'est vrai que dans ce roman-là en particulier, on n'a pas vraiment de traces d'amour maternel. Et tu mentionnais aussi qu'il y a des traces d'amour politique. Alors là, il va falloir que tu m'expliques comment, au Moyen-Âge, on conceptualisait l'amour politique. Qu'est-ce que ça veut dire ? L'amour politique, c'est le moins connu, mais c'est le plus intéressant, parce qu'il suppose 3 axes. Donc du souverain vers le peuple, donc le souverain doit aimer son peuple, le peuple en retour va aimer son souverain, et il y a aussi un amour qui peut être fait
entre les souverains. Donc là, on ne parle pas d'orgie ou de choses comme ça. C'est juste des relations qui s'établissent entre les souverains. Et là, on peut reprendre la théorie des 2 corps du roi, qui est que tout roi a un corps politique et un corps mortel. Donc en fait, plus clairement, quand Apollonius et Architraste deviennent beau-père et gendre, ce sont aussi les royaumes qui se rapprochent. De plus, la récompense que donne Apollonius à un pécheur, plus que celle d'un chrétien, est avant tout celle d'un roi. En gros, si je résume, à partir du moment où les personnages sont des rois, on peut y voir en filigrane l'amour politique qui sous-tend en fait toutes les relations. D'accord. Bon, je comprends mieux. Florentin, comment se sont passées tes recherches pour ce mémoire ? Je dois d'abord dire que j'ai adoré travailler sur la littérature médiévale parce que c'était un monde que je ne connaissais vraiment pas mais qui m'attirait. Depuis l'Hippocagne, j'ai toujours hésité entre les lettres classiques et l'espagnol. Et donc l'étude de la littérature médiévale m'a permis de concilier en fait les deux, puisque j'ai dû consulter les sources latines du roman, du Libro de Apollonio, et aussi les sources encore plus anciennes des œuvres canoniques de l'amour, comme Ovide. Pour la recherche en tant que telle, j'avais fait un premier chapitre assez théorique où j'ai étudié la notion d'amour. Donc j'ai fait des tableaux avec combien de fois on rencontrait le mot amour, quel était le sens à chaque fois, si c'était à l'amour paternel, l'amour politique, l'amour religieux auquel on faisait référence. Et aussi combien de fois étaient présents des mots comme padre, ça veut dire père, mujer, avec la prononciation ancienne, la femme, parce qu'en espagnol contemporain on prononcerait plutôt mujer, hijo, hija, fils, fille. Voilà, tout ce lexique qui fait partie de l'amour, je l'ai étudié avec l'édition de Manuel Albar. Et donc, pour chaque occurrence de tous les mots, j'ai regardé à quoi ça faisait référence. Si on avait vraiment l'amour sentimental, l'amour paternel, etc. Et à partir de là, j'ai pu étudier les différentes formes d'amour, une à une. J'ai aussi dû utiliser le texte latin pour le comparer à son équivalent espagnol, enfin son équivalent. Il y a plein de choses qui changent, notamment on passe de la prose au vers, mais voilà, j'ai pu comparer, notamment c'était significatif pour la scène initiale, et dans l'ensemble j'ai adoré étudier le Libro de Apollonio, même si à la fin, comme tout sujet de recherche, il nous hante un petit peu. Ah bon, ça te hante carrément ? T'en fais des rêves et tout ? Et surtout les scènes un peu horribles de décapitation, tout ça, c'est pas très... très joyeux. Oui, j'imagine. Donc, si tu devrais dire aussi les difficultés que tu as rencontrées, tu m'as un petit peu dit avant qu'on commence que tu étais, dans ton master, un petit peu seul à travailler sur la période médiévale. Donc, déjà, ça devait être un peu complexe. Tu n'avais pas forcément de gens avec qui échanger là-dessus. Oui. C'est pour ça que, étant tout seul à l'université de Lille en tant qu'étudiant, en espagnol à travailler sur le médiéval. Attends, t'étais le seul de toute l'université de Lille ? En espagnol. Ah ouais. En master recherche en espagnol, on n'est pas très nombreux. Et donc, du coup, j'étais le seul, effectivement, à travailler sur l'Espagne et sur le médiéval. Et donc, c'est pour ça que je me suis rapproché d'autres médiévistes, d'autres universités, par exemple l'association Quest de la Sorbonne, d'autres choses pour pouvoir échanger. Mais j'ai aussi pu beaucoup échanger avec ma directrice de recherche, parce que c'est aussi l'avantage d'être tout seul. C'est que ma directrice était toute seule avec moi aussi. Et alors les difficultés pour le sujet, il y a une difficulté d'abord conceptuelle, puisque l'amour est une notion extrêmement riche et elle englobe plein de choses différentes qui sont elles aussi tout aussi riches. Donc c'est un peu un jeu sans fin. Et il y avait aussi des difficultés linguistiques, puisque l'objet du M1 était un chansonnier du XVe siècle. Donc le castillan du XVe siècle se rapproche quand même beaucoup de l'espagnol actuel. Tandis que l'espagnol du XIIIe siècle, il est vraiment assez différent. Donc il y avait tout ce jeu de va-et-vient entre l'espagnol actuel et l'espagnol ancien qui était assez complexe. Et Florentin, depuis que tu as fini ton mémoire, alors donc c'était il y a quelques mois à l'heure où on enregistre ce podcast, depuis que tu as fini ton mémoire, qu'est-ce que tu fais ? Actuellement, je prépare l'agrégation externe d'espagnol, mais je ne laisse pas totalement tomber la recherche, puisque mi-janvier, j'ai participé à Montpellier aux rencontres de musicologie médiévale, et j'y ai parlé de la musique dans le Libro de Apollonio.
Ah bah on avait parlé de musique médiévale il y a quelques mois avec Brigitte Laine, qui est donc chanteuse et surtout donc musicienne qui travaille sur la musique médiévale. Donc si ça intéresse les personnes, allez écouter ça. Mais Florentin aussi, à la différence de beaucoup de mes invités qui veulent être profs d'histoire ou qui veulent faire de la recherche ou quelque chose en lien avec l'histoire, toi en fait, c'est plutôt l'espagnol qui t'intéresse surtout dans tout ça. Oui, c'est ça. J'ai une formation d'hispaniste et en fait, la formation est large en espagnol et du coup, pour la recherche, on choisit un des domaines. Et donc, j'aimerais, travailler dans l'enseignement. Alors, d'abord de l'espagnol, puis j'espère de la littérature espagnole à l'université. Et donc, dès la rentrée 2022, j'enseignerai l'espagnol. Bien évidemment, j'aimerais aussi travailler à l'université, mais je sais que les postes sont rares et chers, surtout en espagnol et surtout en littérature médiévale. Je me prépare donc à être patient pour avoir un poste fixe. Dans tous les cas, j'aime enseigner et transmettre. C'est ce que je compte faire dans les prochaines années. Bah, c'est ce que je te souhaite. Désormais, chers auditeurs et auditrices, vous en savez beaucoup plus sur le concept d'amour au Moyen-Âge, sur l'Espagne médiévale aussi encore plus. Donc merci beaucoup Florentin Machut, c'était passionnant et puis bonne continuation pour la suite. Merci Fanny. Auditeurs, auditrices, comme d'habitude, si le sujet vous intéressait, allez voir sur passionmédiéviste.fr, il y aura un article qui accompagne cet épisode et dans l'article je vous mettrai tous les autres épisodes qui parlaient donc d'Espagne, mais aussi tout ce qui est... On avait fait un épisode sur les troubadours, donc il y a pas mal de choses. Là, je commence à avoir un joli réseau d'épisodes qui peuvent se répondre. Allez voir tout ça. Et profitez que vous êtes sur le site pour aller voir aussi mes autres podcasts que je fais sur un format similaire à ce que vous venez d'écouter. Je fais donc Passion moderniste sur l'époque moderne, donc de l'année 1500 à en gros les lendemains de la Révolution française. Et aussi un podcast sur l'Antiquité, Passion Antiquité, avec un S à Antiquité, comme toujours, j'aime bien mettre des S à la fin des noms de mes podcasts. On parle donc des différentes antiquités. Et si vous voulez me soutenir, vous pouvez ne serait-ce que partager les podcasts sur tous les réseaux sociaux ou en parler à tout le monde. Et si vous avez envie et les moyens, vous pouvez soutenir financièrement les podcasts. Je vous explique tout sur mon site, donc c'est passionmédiéviste.fr/soutenir, tout simple, où là je vous explique que si vous voulez me donner quelques euros par mois ou même ponctuellement, ça m'aidera toujours. D'ailleurs ce mois-ci, je tiens à remercier Camille, Audrey, Luc, Bertrand, Marie et Thibaut. Merci beaucoup à eux, ils m'aident beaucoup à développer les podcasts et à vous proposer encore plus de choses passionnantes. Dans le prochain épisode, on va parler d'un sujet qui n'a rien à voir, ou alors, si un petit peu métaphoriquement, on parlera de nourriture au Moyen-Âge. Salut! Y a pas de langue ancienne, c'est la même toujours, pour dire les mêmes peines, jurer les mêmes amours. C'est écrit dans vos pages, mieux et bien avant nous. Rockstar del medio d'âge, senda balem de vous. Vous, c'est un trait de plume, c'est le pas des chevaux, c'est chanter à vos dames tout ce qu'il y a de plus beau. Leurs âmes et leurs visages, loin au-dessus de tout. Rockstar del medio d'âge, senda balem de vous. La fille à la fenêtre qui chante les yeux clos,
cherche à se reconnaître dans chacun de vos mots. Ça vaut bien davantage que le plus lourd bijou. Rockstar del medio d'âge, senda valem-de-vous. Avec pour seule armure la peau d'un tambourin sous la hauteur des murs, sous le balcon éteint où la belle est en cage et son amant jaloux. Rockstar del medio d'âge, senda valem-de-vous. La fille a son fenestro canto l'usels barats e dins cado canso espero se trova a cobal forzo mai qu'un poli joyeux. Rockstar du Moyen-Âge, nous descendons de vous. Geoffrey Rudel, Guillaume, Bernard de Ventadour, Peyre et Bertrand de Borne, sans autre troubadour, on veille à l'héritage, un guitare autour du cou. Rockstar del medio d'âge, senda valem-de-vous.